Bonjour à tous. Merci beaucoup au comité organisateur pour m'avoir invité dans cette série webinaire. Je vais m'efforcer aujourd'hui de vous parler de l'ABC d'un traitement de désherbage réussi dans un contexte de changement climatique. On va commencer, je vais vous expliquer, on va faire un bref rappel là, sur ce qui arrive au niveau du réchauffement climatique, quelques petites notions. On va parler un peu de ce qui arrive avec les herbicides, l'impact de ça sur les mauvaises herbes. Puis je vais finir avec des recommandations, là, des recommandations qui vont certainement vous aider dans ce contexte-là. Alors, je vous présente mes sources. Il y a beaucoup de documents qui sont disponibles dans ce thème-là. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse, là, dont je me suis basé aussi sur les données d'Uranos, sur les visites, les réunions qui se sont données par Agriclimat aux producteurs agricoles qui ont été très intéressantes. Alors, donc, voici ici l'évolution de la température moyenne mondiale. On est dans un contexte où on a eu une augmentation de 1 degré. On s'en va vers les 1,5 degrés facilement. L'accord de Paris nous limite les émissions pour ne pas dépasser 2 degrés. Donc, c'est le contexte dans lequel on est. Je vous montre ici la consommation d'énergie dans le monde, toutes formes confondues. Donc, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans un contexte où l'énergie baisse dans le monde. Vous voyez les courbes du haut en rose, les énergies renouvelables qui ne font que s'empiler les unes par-dessus les autres. Donc, le contexte n'est pas vers une diminution des quantités de CO2. Bien au contraire, les scénarios dans ce contexte-là vont plutôt être un peu pessimistes. Là. Donc, je vais vous montrer un peu, selon les réseaux Agriclimat, les réductions sont assez limitées dans les gaz à effet de serre. On n'utilise pas des scénarios de réduction importante ou des réductions fortes de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On s'entend vraiment que par rapport à la moyenne 80-2010, 81-2010, on va vraiment avoir des étés plus chauds. On va avoir des années où on va avoir à peu près 2,8 degrés, ce qui est quand même énorme. Il faut comprendre que ce n'est pas juste un chandail qu'on enlève. Si on enlève 5 degrés, par exemple, à la température ici en Amérique du Nord, on se retrouve à l'ère glaciale. On avait 2 km de glace au-dessus de nous. Donc, 2,8 degrés, c'est énorme. On devrait avoir 23 jours de saison plus chaude, donc dans des journées qui sont plus que 0, 825 unités thermiques. Là, il y en a qui vont dire que ça peut être intéressant parce qu'on est au Québec, effectivement. Le maïs, les cultures vont en profiter, les mauvaises herbes aussi. On devrait avoir 28 jours de plus que 30 degrés. Présentement, ça, on le sent un peu plus sur notre peau. On a entre 10 et 15 journées annuellement où on a des journées à 30 degrés. Dans les dernières années, on en a eu plus que 20. Donc, on devrait avoir le climat de Toronto qui, eux, devraient avoir une moyenne à peu près autour d'une vingtaine de degrés, 20-25 jours en haut de plus que 30 degrés. On devrait aussi avoir un premier gel beaucoup plus tardif à l'automne, une fin de saison de croissance plus tardive aussi et un dernier gel au printemps 12 jours plus tôt. Donc, c'est plus chaud et aussi plus sec. On pense qu'on va avoir à peu près, on passe de 3 pouces de déficit hydrique qu'on a présentement à 5 pouces de déficit hydrique. Donc, ça va être plus chaud, mais ça va être plus sec, ce qui va vraiment favoriser, ce qui va venir influencer là, le domaine de la phytoprotection. Des pluies plus intenses, mais ça va être moins bien réparti. Il faut penser que 2020-2021, on a eu jusqu'à 3 pouces de déficit hydrique avant juillet. Donc, puis on se rappelle tous des conséquences que ça a eu. Est-ce que la tendance, est-ce qu'on a affaire vraiment à un réchauffement ou une perte de contrôle? La saison de désherbage, on s'entend qu'elle commence plus tôt, elle se finit plus tard maintenant.
Moi, quand j'ai commencé dans les années 95-2000, au 24 juin, on partait en vacances, c'était pas mal fini. À mesure que les décennies ont passé, maintenant, la fin du désherbage était autour du 1er juillet. Puis depuis 2020, depuis qu'on a des extrêmes climatiques, on a du cafouillage et des anomalies climatiques, je me rends compte qu'au 10 juillet, c'est difficile de lâcher le champ. On a beaucoup de cas où il faut travailler jusqu'au 10 juillet. Qu'est-ce qui arrive au niveau des mauvaises herbes? En fait, le climat va changer. Il y a de nombreuses nouvelles mauvaises herbes, des espèces qui vont apparaître, et c'est déjà arrivé, qui vont trouver leur compte dans ce nouveau climat-là. Il n'y a qu'à penser à l'amarante tuberculée, le cocher à balai, là, qui étaient des espèces qui n'étaient pas indigènes. En fait, les aires de répartition de ces nouvelles espèces-là devraient se déplacer de 40 à 70 km vers le nord par décennie. C'est plus difficile aussi pour les arbres, mais pour les mauvaises herbes, surtout celles qui partent avec le vent, c'est plus facile de s'adapter. Ça, je vais en reparler un petit peu plus tard, je pense, au niveau du déplacement des espèces. Donc, les mauvaises herbes vont être favorisées par les fortes températures. On le voit déjà, l'herbe à poux, les paniques, l'acétaire, les digitaires sont drôlement favorisés, surtout dans des périodes de canicule. Hein. Ils ont développé des caractères génétiques qui font qu'ils vont se protéger lors de ces anomalies-là. Il y a un renforcement de la production de graines aussi. S'il fait plus chaud, évidemment, si la saison de croissance est plus longue, les plants vont être plus gros. Ces plants-là vont s'adapter au climat, soit au niveau de la profondeur de leur germination, de la période de germination. Il y a une diversité génétique dans ces mauvaises herbes-là qui fait que c'est dans ces anomalies climatiques-là, eux autres, ils ont évolué avec les années. On pense que les filles et les fils de ces mauvaises herbes-là ont pu s'adapter d'année en année en développant des caractères qui sont plus adaptés au changement climatique. Il y a certainement une augmentation de la survie hivernale, surtout pour les espèces vivaces. Ils vont avoir aussi un système racinaire beaucoup plus développé. Ici, je vous montre un site, pour ceux que ça intéresse, on voit la migration, un site qui fait des animations sur la migration des espèces, ça peut être les insectes, les arbres. On voit qu'avec le réchauffement climatique, ces espèces-là vont devoir trouver des écosystèmes, donc ils vont devoir migrer soit en altitude, soit en latitude, soit vers le nord, et ça va nous toucher particulièrement ici. Il faut comprendre là, qu'il y a la stabilisation du climat. C'est ça qui a permis le développement de l'agriculture. Hein. Si on a un climat qui est instable, c'est difficile de prévoir des semis, c'est difficile de prévoir ce qui va arriver. Donc, un climat qui est instable, c'est des situations qui ne sont pas désirables, là, surtout pour les cultures. La relation entre le contrôle des mauvaises herbes et l'efficacité des moyens de contrôle a toujours été régulée par le climat. Ça, c'est une réalité. Puis en lutte biologique, ou que ce soit en lutte biologique ou en conventionnel, les conditions météo peuvent être aidantes ou nuisibles. Au niveau des efficacités des herbicides, on a, bien avant qu'il y ait des anomalies climatiques, on avait déjà des problèmes. En tout cas, c'était un défi de faire marcher les herbicides comme on voulait. On a de plus en plus des cas de non-efficacité à cause des périodes sans pluie qui peuvent être longues. Des durées de rémanence aussi qui sont peut-être qui sont intéressantes, mais qui vont devoir tenir la route à cause d'une saison plus longue. Quand je vous disais qu'on finissait le 11 juillet, en 2020-2021, on a des périodes où, à un moment donné, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas rien qui pousse, ni la mauvaise herbe, ni la culture. Puis ça allonge le printemps, la saison de désherbage. Il faut attendre les mauvaises herbes. Et tout ça met un défi sur l'utilisation des produits.
L'efficacité des produits de contact, quand il fait très chaud, on a des canicules à la fin mai, là, des 3 jours de journée en haut de 30 degrés. Quand on parle de 25 journées en haut de 30, ben, ça commence au mois de mai maintenant. Donc, même quand elles sont petites, les mauvaises herbes peuvent développer des caractères physiques, là, des cuticules, du poil, de la cire sur leur surface, qui fait que les produits ont de la misère à travailler, à rentrer. On peut assister aussi à une augmentation du métabolisme, des métabolismes internes des mauvaises herbes, qui fait, par exemple, qu'ils dégradent plus rapidement la matière active. On pense, par exemple, à l'herbe à poux avec le Riflex ou le pissenlit ou le chénopode avec le glyphosate ou même la butylon. En absence d'eau, ici, on a les pertes de rendement qui sont montrées dans un système où il n'y a pas d'eau, où il y a un gros déficit hydrique. On voit que les pertes de rendement qui sont dues aux mauvaises herbes dans des conditions d'humidité extrême peuvent vraiment, vraiment affecter les rendements du maïs ou du soya. Les impacts au niveau des pratiques automnales des mauvaises herbes, si on a un automne plus long avec des gels qui sont retardés, on va avoir possiblement qu'on va avoir un assèchement naturel des mauvaises herbes dans le soya, par exemple, qui va être plus long. Ça va prendre plus de temps aux mauvaises herbes à sécher puis à favoriser la récolte. On le voit dans le biologique. Les producteurs, des fois, qui attendent les premières gelées, ça peut être dommageable. Une période d'arrosage plus longue et plus tardive à l'automne. On l'a vu cette année, 2021, l'automne 2021, comment les pissenlits étaient en forme. Ça permet de faire des applications ou des observations, puis de faire des interventions à l'automne, chose qu'il faut vraiment de plus en plus s'attarder. Il y a beaucoup de mauvaises herbes qui sont sensibles à l'automne, des mauvaises herbes qui sont bien établies à l'automne, mais qu'on ne voit pas dans le reste de l'année. Ça permet aussi un développement fiable des intercalaires des cultures de couverture, qui sont deux pratiques qui peuvent réduire l'utilisation des herbicides et l'incidence des mauvaises herbes. Donc, ça, c'est un plus pour nous. On peut assister aussi à une utilisation plus intensive des défanants et des dessicants pour plusieurs raisons, soit parce que c'est un peu plus compliqué maintenant d'avoir des champs propres, des mauvaises herbes qui arrivent à passer à travers des anomalies climatiques. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on voit un peu plus là, avec l'utilisation des défanants et des dessicants. On peut une période de développement des plantes vivaces et biannuelles qui sont beaucoup plus longues. Et ça va vraiment favoriser les vivaces. Les chardons, le laitron, souchet, pissenlit, c'est des familles botaniques qui vont vraiment profiter de ça. Donc, des applications à l'automne, des dépistages à l'automne, c'est une période qu'il ne faut vraiment pas négliger. Il faut sortir la roseuse quand c'est le temps. Le pissenlit à cette période-là est beaucoup plus sensible. On peut utiliser des doses moins fortes de pesticides. Je vous montre juste un exemple de l'armoise qui est en étude, là, qui a vraiment profité, qui profite de l'automne, des automnes qui sont plus longues. C'est une mauvaise herbe qu'on peut d'ailleurs, qui fleurit très tard à l'automne et qui peut être contrôlée avant sa production de graines en pré-récolte. C'est pas évident d'avoir des interventions qui sont efficaces. Ça prend des produits disponibles. On l'a vu l'année passée, quand ça va mal dans une région, si on a tous besoin du même produit, il peut y avoir des produits qui sont non disponibles. On va peut-être le voir cette année aussi avec ce qui se passe. Ça prend des précipitations prévisibles en quantité et régulière. Une bonne pulvérisation. Ça demande aussi une bonne efficacité de pulvérisation. Ça demande une mauvaise herbe en croissance qui n'est pas trop été endurcie ni trop grosse. Un stade végétatif de la mauvaise herbe qui est uniforme, c'est la même chose en bio quand on veut faire des travaux mécaniques. Il faut qu'on ait une levée uniforme, si possible, et que les espèces soient toutes là.
Ça, c'est toujours un défi. Dans des anomalies climatiques, il y a toujours certaines espèces qui sont favorisées au détriment d'autres. Et surtout aussi, on va parler aussi un peu plus tard, une intervention rapide du producteur ou du forfaitaire, mais pas à toute heure. Il y a on va le voir aussi, il y a des situations où il faut faire les applications, surtout quand les humidités relatives sont élevées. Donc, c'est un métier où on doit gérer le risque et l'incertitude. Et le contexte, il faut penser que le réchauffement climatique, on commence à le vivre, hein, on ne revivra jamais, on ne retournera jamais au climat qu'on a aujourd'hui. On s'en va vers un climat qui est différent, qui met une pression aussi, pas juste sur les cultures, mais aussi sur les arbres. Hein. Il y a plein de données, de papiers qui existent sur ça, qui dit que non seulement les espèces, mais les arbres aussi là, vont être mis à rude épreuve. Je vous montre ici un scénario monétaire, par exemple, d'un retraitement au glyphosate dû à la sécheresse. Bon, il a doublé, le prix du glyphosate a doublé l'année passée, il est rendu à 16 $ de l'acre. Donc, un retraitement, ça, c'est des coûts monétaires, mais ça ne sous-entend pas non plus aussi que ce n'est pas infaillible, ce n'est pas parce qu'on retraite que nécessairement ça va marcher. Il ne rentre pas ici non plus le coût de l'arrosage, le temps, le 12 $, le 13, 14, 15 $ de forfait là, qui est derrière ça n'est pas calculé. Et voilà. Fait qu'un retraitement sans glyphosate, par exemple, c'est au moins à 35 $ de l'acre. Des fois, on va augmenter les doses de glyphosate dues à leur taille. Quand on a des périodes où on a manqué, où les grosses mauvaises herbes sont là, des fois, on va augmenter. Donc, juste un 300 ml pour un glyphosate 540 grammes par litre représentait là, pour une ferme de grande culture là, à peu près 1200, c'est rendu 2500 là, parce qu'une mauvaise herbe est rendue trop grosse, a développé des structures qui fait que ça prend plus de glyphosate. Une nouvelle mauvaise herbe résistante, c'est 35 $ et plus. Je pense à l'amarante tuberculée. Là, si quelqu'un a l'habitude de faire un Roundup après Roundup dans son glyphosate après son soya, puis il se ramasse avec une amarante tuberculée, c'est au moins 40-45 $ de l'acre pour qu'il y ait des coûts qui sont nouveaux. L'arrachage manuel, en 2018, là, dans le cadre de l'amarante tuberculée, le MAPAC avait chiffré que ça peut coûter un arrachage manuel, puis ça avait été évalué à peu près entre 80 et 126 $ de l'acre, mais ça peut être plus élevé. Il y a un constat là, qu'il faut bien comprendre, c'est que les pesticides sont vraiment bien présents dans notre environnement, les mauvaises herbes aussi. Pourquoi il y en a de plus en plus? Les rotations sont assez simplifiées. On le sait, c'est le nerf de la guerre. Hein, quand il y a une rotation à deux cultures, on a des mauvaises herbes qui sont adaptées à ça. Il y a quand même une faible adoption de la lutte intégrée. Ce n'est pas toujours les producteurs qui vont chercher une aide extérieure adéquate pour poursuivre les champs. Il y a une surutilisation de certains groupes. Développement de la résistance, les rotations des groupes d'action ne sont pas toujours bien effectuées. Le groupe 27 est quand même surutilisé. On oublie un peu que le groupe 4 est là, puis c'est un groupe qui devrait peut-être faire partie d'une rotation de groupe. Certaines années, il y a des productions de graines importantes. Ce n'est pas un fait, mais on manque notre coup des fois. Il y a de la dormance dans les graines aussi. Donc, 2020-2021, c'était un peu compliqué. Les forfaits, la biosécurité, les semences, il ne faut pas se le cacher, les semences au Québec, là, ça se promène allègrement, localement, sur des grandes distances. Donc, ça, c'est une réalité qu'il faut que les producteurs parlent à leur forfait, à leur forfait de batteuse, puis que s'il y a un voisin qui a une mauvaise herbe très problématique, il n'y a personne qui veut perdre son forfait puis l'embêter avec un nettoyage qui dure 3 heures, 3 heures et demie de temps. Mais il va falloir qu'on discute de ça sérieusement. Il y a des surprises climatiques qui font qu'il y a des années que ça ne marche pas. Puis bon, ça augmente la banque de graines.
Il y a des espèces aussi qui s'adaptent. Le chou gras, c'est plus le chou gras ni l'herbe à poux qu'on avait dans les années 90. Moi, je le trouve beaucoup plus coriace. L'herbe à poux, au stade cotylédon, il y a déjà 2 pouces de racines. Alors, il s'adapte, puis c'est comme ça. Le pissenlit aussi, hein, il devient de plus en plus costaud. Des situations où on avait des infestations de bourse à pasteur sont très importantes. Donc, le contexte leur est favorable. Une recommandation que je vais vous faire, là, je vais vous en faire quelques-unes. Il faut, quand on fait c'est un métier, on peut faire ça à temps plein, hein, le métier d'agronome ou de technicien qui recommande des pesticides. Moi, je pense qu'on devrait faire que ça à partir du 1er mai, même à partir du 15 avril. Il faut vraiment suivre les champs et la météo, puis y mettre du temps. C'est comme ça. Commencer à partir du semis, puis les visites devraient se faire à la semaine ou au maximum aux 10 jours. Donc, du 1er mai au 10 juillet, ça fait à peu près 7 visites. Ben, c'est l'étape 3 de la lutte intégrée. Hein. C'est l'étape 3 qui parle de la suivi des champs. C'est hyper important. Il y a des outils qui nous permettent de suivre la météo puis de faire des applications. Parce que c'est vraiment ça là, c'est le nerf de la guerre. Là. Si on veut faire une application d'herbicide, un traitement herbicide qui soit efficace, il faut se plugger sur la météo, il faut regarder ça. Tenez pas compte de la date, là. Ça serait trop le fun d'avoir le 6 février une température de 27 degrés, mais c'est pour vous montrer qu'on a des prévisions qui sont relativement fiables là, sur les 7 jours. Plus on se rapproche à 24-48 heures, c'est quand même assez fiable. Par contre, ça peut changer. On donne toujours des quantités de pluie en bas. Quand on parle de 15 à 20 mm, c'est une quantité de pluie qui est suffisante pour incorporer des produits résiduels. Il n'y aura jamais trop d'eau. 10 mm, ce n'est pas assez. 8-10 mm pour incorporer un herbicide, c'est vraiment limite ou même pas assez. Surtout si vous avez des résidus en surface, il faut penser que les matières actives doivent migrer, doivent être lessivées des résidus, doivent migrer sur le dessus du sol, puis descendre dans le sol, puis se placer à 2 pouces. Donc, 15-20 mm, c'est vraiment un minimum. Si vous avez des résidus, il faut que ça soit au moins ça, sinon plus. Donc, il faut absolument profiter des périodes où il y a de la pluie pour que nos résiduels fonctionnent. Et ça, on l'a vu dans les dernières années, ce n'est pas toujours le cas. On dirait que aussi, des fois, on prévoit 3 jours de pluie. On se dit, bingo, je vais commencer mes produits. Puis finalement, il n'y a rien qui tombe. C'est juste un gros nuage noir qui a passé. C'est ça. À ce moment-là, on retient le traitement puis on essaie de viser une autre période intéressante. On a aussi les vents. Les vents sont importants, les températures et tout. On a les tendances 14 jours. Ça, c'est quand même assez fiable. C'est basé sur les courants jets puis les grands courants nord-américains. Donc, quand on voit, il donne toujours la moyenne, en tout cas sur ce tableau-là, sur Météo Média, il donne la moyenne journalière et la moyenne de nuit, la moyenne basse, la moyenne haute. Donc, on peut vraiment savoir si on se dirige vers une anomalie qui peut rester longtemps ou des anomalies qui peuvent favoriser ou non là, les applications. C'est très utile là, pour se démarquer. On a aussi les animations. Il faut que vous ayez des applications où on a des animations assez précises là, sur la quantité d'eau. C'est toujours, surtout si vous avez un gros territoire. Moi, j'ai un territoire là, qui est de la rivière des Outaouais là, au sud du fleuve. Donc, il peut pleuvoir, j'ai 70 km là, de nord-sud. Donc, c'est vraiment pour moi important là, quand je suis au bureau à Rigaud de voir si mes clients là, au sud du fleuve reçoivent de l'eau. Ça, c'est important. Je n'aurais peut-être pas la quantité. C'est intéressant aussi si vous aviez des pas des hygromètres, mais des appareils là, qui peuvent calculer la quantité d'eau qui tombe. Quand on regarde sur un mois, les journées qu'on peut arroser, qu'on peut faire des traitements, ce n'est pas si évident que ça. On peut avoir des producteurs qui ne peuvent pas tout simplement arroser parce qu'ils sèment puis qu'ils annoncent la pluie puis qu'il faut qu'ils finissent de semer.
Puis quand il pleut, ben, ce n'est pas le temps d'arroser. Puis quand il pleut beaucoup, après ça, on est pris à avoir des sols qui sont trop mous, puis on ne peut pas retourner dans les champs. Il y a aussi des périodes où il y a trop de vent. Je me rappelle l'année passée, il y a venté, puis ça, les forfaitaires le savent très bien. Là, les commandes s'accumulent, puis tout d'un coup, il y a 4-5 jours où ils ventent, mais matin, midi, soir. Ça, c'est des journées qu'on peut pas arroser. Et il y a des journées aussi qui fait vraiment trop chaud. Donc, il y a certains produits qui peuvent se mettre là, mais donc, si on fait le calcul là, sur 30 jours, il y a peut-être 7-8 jours où vraiment c'est bon. Puis si en plus, là, on essaie de souhaiter de la pluie là, avant nos traitements, ça raccourcit. Donc, quand je vous dis d'être plugué sur la météo, c'est vraiment ça. Il faut la regarder. Moi, je la regarde plusieurs fois par jour et elle change aussi. Et dans un contexte de changement climatique, d'anomalie climatique, c'est très, je dirais que les périodes longues peuvent être très longues et embêtantes. Je rajoute une couche à tout ça en disant que l'entrée des herbicides dans la plante, ce qui limite l'entrée des herbicides dans la plante, c'est vraiment le temps que prend la bouillie à sécher sur les feuilles. C'est-à-dire que pour qu'il en rentre un maximum de matière active, il faut vraiment que la bouillie reste humide sur la feuille. Si elle sèche, il n'en rentre plus. C'est une situation qui fait qu'on va avoir un traitement qui va fonctionner ou non. Donc, on parle d'une humidité relative de l'air. C'est pour ça qu'on veut qu'on prêche d'appliquer les pesticides le soir, parce que les humidités relatives sont beaucoup plus élevées le soir ou très tôt le matin. Mais faire une application quand il vente un petit peu et qu'il fait très chaud, dans le courant de la journée, la bouillie, elle sèche presque instantanément, surtout si vous utilisez un petit galonnage d'eau. Alors là, c'est encore pire. Alors, ça, c'est une couche de plus qu'il faut rajouter. Une autre recommandation, c'est vraiment de connaître les herbicides et les outils de travail mécanique, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, c'est le travail mécanique de plus en plus. Là, les producteurs en parlent. C'est des outils de contrôle mécanique où on ne retrouve pas de résistance à l'acier des mauvaises herbes. Les outils sont très efficaces maintenant. Ils sont appliqués, ils sont passés ils sont référencés par GPS. Les producteurs vont très vite, sont beaucoup moins fatigués après une journée de travail. C'est vraiment à ne pas négliger sur les fermes. Donc, il faut se former. Faites-vous des feuilles résumées, avoir des documents de référence, regardez les étiquettes. Ayez les formats et les prix aussi. Les formats, souvent, ça décourage quand il y a des conseillers qui ne sont pas dans l'industrie, on n'a pas accès visuellement au format puis au bidon. Des fois, ça empêche d'aller jusqu'à la recommandation par bidon. Donc, il faut vraiment, quand vous voulez suivre les producteurs, il faut lui donner sa liste d'épicerie. Donc, il faut avoir les formats, c'est vraiment important. Donc, ça, en fait, c'est l'étape 1 de la lutte intégrée, là, avoir le bon produit à la bonne dose, avoir la connaissance des produits, des champs, des herbicides, des mauvaises herbes. Il y a plein de documents qui existent là-dessus. Là, juste sur AgriRéseau, là, quand tu tapes phytoprotection, là, il y a 819 documents qui sortent. Les documents sur SAGE pesticides, les indices de risque. Le Centre d'expertise en agriculture biologique donne des très bonnes références ou documents d'information sur, par exemple, les stades de passage pour les stratégies à utiliser pour le travail mécanique, les étiquettes de compagnie, les guides des compagnies, les guides commerciaux des compagnies, les étiquettes, etc. Il y a plein les outils du sérum ou de la stratégie phytosanitaire qui parlent des indices de risque. Les indices de risque, il faut les savoir, il faut les étudier, il faut les avoir en tête quand on choisit des traitements. C'est important de garder ces chiffres-là en tête. Là, il n'y en a pas tant que ça de molécules. Là. Au moins de pouvoir les classer rapidement là, en 3 catégories, là, ceux qui sont bas, là, mettons en bas de 100, 0 entre 100 et 200, puis en haut de 300. C'est un minimum. Donc, il y a des outils aussi, là, le petit soya, là, qui permet des outils d'aide à la décision pour le soya IP, surtout, là, pour savoir quelles sont les stratégies à moindre risque.
La fameuse publication 75F est un incontournable. La troisième recommandation, bon, je ne me rendrai pas à Z, là, mais j'en ai deux autres à vous présenter. Il faut vraiment préméditer les actions à entreprendre. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. On a 2 mois là, pour se rendre à la fermeture des rangs. Donc, il faut préméditer. Préméditer des actions, c'est de savoir, avant d'aller dans les champs, à quoi ça pourrait ressembler, que ça soit avant de recommander un herbicide ou après un traitement. Moi, j'ai toujours en tête, quand je fais un traitement, bon, je m'attends à quoi au bout de 10 jours? Qu'est-ce que je devrais voir? Y aller comme ça chaque semaine, puis on en apprend beaucoup. Donc, préméditer les actions à entreprendre sur les fermes, c'est commencer tôt aussi. C'est gagner du temps pour pouvoir se rendre à la fermeture des rangs avec un minimum d'intervention. On essaie de réduire la quantité de pesticides. Ça demande de savoir d'où on vient, vers où on s'envole. Donc, c'est de savoir au bon moment, faire un traitement au bon moment. C'est l'étape 4 de la lutte intégrée, en fait. On parle des interventions. Une intervention, c'est de commencer tôt aussi. J'aime toujours ça vous montrer. C'est une vieille diapo de Syngenta, par contre, qui date de 2008, mais c'est encore la réalité. Les rendements ont certainement augmenté. Mais ce que ça montre, c'est qu'un champ qui a été désherbé très tôt, dont une plantule de maïs qui a poussé sans mauvaises herbes, on a un maximum de rendement. Et quand on désherbe de plus en plus tard, même à 4 feuilles, à 8 feuilles, on a des pertes de rendement qui vont s'exprimer au niveau du nombre de grains par épi. Alors, les épis, quand ils sont très beaux, souvent, sont très bien fermés, mais quand on compte les grains, on se rend compte que les pertes de rendement sont exprimées par des pertes de nombre de grains. Donc, la variabilité du nombre de grains par épi est plus variable là, dans un cas de présence de mauvaises herbes. C'est vraiment important de faire le suivi. Je vois souvent des producteurs qui arrosent et puis bon, c'est fait, on ne retourne pas voir le champ. Et c'est justement à ce moment-là qu'on peut voir des résistances, la présence des résistances des mauvaises herbes. Donc, c'est vraiment important de continuer nos suivis jusqu'à la fermeture des rangs, puis de recommencer même à l'automne, parce qu'il y a des espèces des fois qui vont pousser à l'automne. Une autre recommandation, c'est vraiment avoir la confiance et l'aide du producteur. Je fais souvent de la formation, puis je me rends compte des fois que ce n'est pas toujours évident de savoir notre rôle chez un producteur. Est-ce que je fais juste lui livrer le produit, de l'accompagner, d'être là quand il me le demande, ou c'est établi que c'est moi qui va lui faire une recommandation complète, puis il va arroser quand moi je lui dis de le faire. Entre ces deux cas-là, il y a tout un monde. Donc, c'est vraiment de planifier le rôle de chacun au début, de clarifier le mandat, la charge de travail, la responsabilité de chacun. Et est-ce que je suis partenaire au succès du commercial de l'entreprise? Il faut que le producteur sente que vous êtes là pour assurer un succès là, pour la recommandation de pesticides. Donc, c'est l'étape 5 de la lutte intégrée. C'est l'évaluation, la rétroaction. Ça peut se faire aussi en début de saison, l'hiver, savoir le rôle de chacun. Surtout s'il y a une tierce personne, s'il y a un forfaitaire, puis qu'il y a un intermédiaire, par exemple. Là, vous dites au producteur, le producteur le dit à son forfaitaire. Ça peut être des fois plus intéressant de parler directement au forfaitaire, puis établir les liens comme ça. Une dernière recommandation, il faut avoir une vue d'ensemble de la ferme pour y adapter les outils. Il faut pouvoir classer les zones de production, les types de régie, les types de sol. Il faut connaître la ferme avant d'embarquer dans une tâche d'accompagnement. Il ne faut pas se faire dépasser par la tâche à accomplir. Il y a des grosses fermes, il faut se structurer. Hein. Ça, c'est la prévention, il faut se préparer. Comment on peut se préparer, surtout c'est ce qui fait vraiment l'efficacité d'un traitement herbicide, c'est d'avoir une vue d'ensemble puis de ne pas s'éparpiller. Moi, j'utilise des feuilles de travail qui sont comme ça. Ça peut être très simple. Donc là, ici, on a quelques champs, on a 3 cultures, quelques champs.
Bon, c'est pas très épeurant. Quand on a des fermes laitières avec beaucoup de régies, des intercalaires, des cultures de couverture, du semi-direct sur du foin, 2, 3 cultures qui ne sont pas faites en même temps, il faut se structurer. Il faut qu'à chaque, c'est pour ça aussi qu'à chaque, si on perd le fil, on ne saura plus où on est. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a recommandé. Les applications ne sont pas tout le temps faites au même moment. Ça s'échelonne des fois. À chaque semaine, il peut y avoir des interventions à faire. Donc, il ne faut pas se perdre. Il faut aussi avoir en tête qu'on a, on a la rotation des groupes à faire. Donc, il faut regarder dans les historiques qu'est-ce qu'on a fait et pour répéter les groupes. On le sait, c'est ça qui fait qu'on a des présences de résistance. Donc, il y a beaucoup de détails à aller chercher sur une ferme, puis ça va être important de le faire là, pour maximiser la préparation puis la qualité de l'application. Pour vraiment connaître le terrain, il faut savoir les traits technologiques. Est-ce qu'il y a des champs qui sont OGM? Il y a des traits technologiques à certains endroits. Le terrain, il y a des types de sols qui ne se prêtent pas du tout à l'utilisation de certains herbicides. La matière organique, le pH, les résidus, le lisier. Est-ce que le producteur a appliqué une application de lisier qui a fait une croûte sur le sol qui va empêcher nos herbicides de rentrer? Est-ce qu'il y a de la poussière derrière le tracteur qui fait que quand il va passer, ça va se coller sur la feuille puis que nos herbicides vont arriver après ça sur de la poussière? Beaucoup de choses qu'il faut regarder. Donc, le suivi, là, si vous faites vos suivis, là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez regarder. L'application, malheureusement, ça peut arriver là, pour le forfaitaire, mais habituellement, quand on fait des recommandations, ce n'est pas nous qui sommes dans le tracteur à arroser. Par contre, on peut mettre au courant le producteur sur, par exemple, la qualité de l'eau, les dérives, conscientiser la période d'application, ce que je vous expliquais tantôt sur l'humidité relative de l'air. La calibration aussi, les buses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour maximiser l'arrosage. Les résistances, on en parle beaucoup de ça. Ça, il faut que vous les appreniez. Si c'était dans un cours, je vous dirais que de l'apprendre par cœur puis de le laisser à quelque part, mais il s'en rajoute toujours hein, des mauvaises armes résistantes. Il faut penser qu'il y a 10 ans, on se posait encore la question si on en avait ici au Québec. Bon, on en avait, mais on n'avait pas du tout. Plus on s'en intéresse, plus il s'en rajoute. La liste est à jour là, des mauvaises armes qui sont résistantes. Il y a plusieurs groupes d'herbicides. Si on calcule le canola spontané, on est rendu à 5 mauvaises armes là, qui sont résistants au glyphosate. Alors, faut les connaître, puis il peut s'en rajouter et il va s'en rajouter. Il s'en rajoute toujours une à chaque année. Quand ce n'est pas des groupes d'herbicides, c'est des espèces. Alors, il faut vraiment, vraiment les étudier. C'est vraiment on dit le diable est dans les détails, ben, c'est ça. Il faut les connaître. Il y a des outils qui permettent de se préparer aussi sur les fermes, le EGP, l'évaluation de la gestion intégrée des ennemis cultures, qui est un outil qu'on retrouve sur le CRAC, qui permet de rencontrer le producteur et d'entamer un processus d'évaluation des paramètres qui vont nous aider à savoir c'est quoi les problèmes sur la ferme. On commence une démarche d'accompagnement avec ça et ça permet de savoir, d'en apprendre un peu plus davantage sur les manières dont le producteur fonctionne, là, tant au niveau de sa gestion des pesticides, là, après traitement, par exemple, s'il utilise comment il gère les fonds de bouillie aussi, là, ça dresse un portrait vraiment très général. Il ne faut pas oublier que les ordres des agronomes aussi ont une grille de référence qui sert d'outil de planification à l'agronome, qui permet aussi d'encadrer la pratique. Il faut la connaître. Donc, on aurait fait le tour, en tout cas, de la lutte de la gestion intégrée des ennemis de culture avec, c'est peut-être un peu différent de la manière dont je vous l'ai montré, mais ça reste que, d'après moi, c'est ce qu'il faut retenir. Réduire la quantité de mauvaises herbes en adaptant l'écosystème, c'est très important aussi. Il faut qu'on rende nos systèmes résilients. On va avoir il faut penser que on commence là, à avoir un climat qui est instable. Ça va augmenter. Ça sera pas. On est au début de ça.
Donc, il faut qu'on puisse adapter l'écosystème en ayant une rotation, par exemple, diversifiée, en améliorant la structure du sol. Quand on a des agrégats qui sont plus petits, plus stables, on a des levées qui sont plus adéquates, qui sont plus régulières. Le chauffage des sols, réduire la compaction fait qu'on a un sol en santé, ben, on a des mauvaises herbes qui germent pas mal tout en même temps. C'est plus facile. On a des incorporations d'herbicides qui sont plus faciles à travers les agrégats. Améliorer l'égouttement et le drainage. Ça, je ne ferai pas un cours là-dessus, mais ça vient vraiment jouer aussi sur la levée des mauvaises herbes au printemps. L'augmentation de la matière organique. Donc, un impact d'un sol en santé. Un sol en santé, c'est un sol avec moins de mauvaises herbes, une levée plus uniforme, moins échelonnée des mauvaises herbes, des faux semis qui peuvent être plus efficaces, une compétitivité de la culture aussi, un positionnement plus uniforme de l'herbicide, une efficacité des herbicides qui sont plus constantes et plus prévisibles dans le temps, moins de poussière sur le feuillage là, dans le cas des sols qui sont sableux. Des traitements qui sont moins dépendants des pluies aussi. Quand on a un sol léger, limoneux, on a tendance aussi à avoir des effets de capillarité là, qui fait que quand on applique sur un sol humide, par capillarité, les herbicides peuvent quand même rentrer un peu dans le sol. On devient moins dépendant des pluies à ce moment-là. Mais ce n'est pas l'idéal. Moins d'effets ramadans sur la culture suivante aussi. Un sol en santé, c'est un sol qui dégrade mieux les matières actives. On a moins de stress sur la culture aussi. Donc, en résumé, le support agronomique va demander une plus grande vigilance météo. Et si vous aviez le message que je peux vous laisser aujourd'hui, c'est vraiment ça. Il faut que vous soyez vigilants sur les météos, qu'il faut que vous puissiez travailler, commencer tôt au printemps pour profiter de ces phases météo-là, parce qu'il va en avoir de moins en moins. Ça va être plus difficile de se faufiler. Prévoir des applications secondaires au traitement principal, quand on regarde ce qui se fait ailleurs, hein, parce qu'ici, bon, ça va chauffer, mais ailleurs, c'est le cas aussi. De plus en plus, en Ontario, aux États-Unis, ils font maintenant ces 2 applications aux besoins, mais on voit vraiment beaucoup plus ça maintenant. Vraiment considérer l'achat et la disponibilité d'équipements de contrôle des mauvaises herbes sur la ferme. Là, les arroseuses sur les fermes, c'est un atout. Je comprends que le forfait est très à la mode, mais avoir son arroseuse, c'est pouvoir choisir le moment idéal pour arroser. Faire du sarclage et le désherbage manuel, ça, c'est nécessaire, surtout dans le cas de nouvelles mauvaises herbes qui peuvent apparaître. Il faut penser qu'on peut mettre quelques heures là, les nouvelles mauvaises herbes, quand ils arrivent, ce n'est pas une problématique générale. Là. Ça commence dans les bouts de champ. Ça commence où les batteuses ont commencé d'une ferme à l'autre. Donc, il y a une prévention à faire là-dessus. Puis sarcler, là, comme je vous dis, c'est vraiment de plus en plus à la mode. On va certainement voir des outils efficaces de sarclage dans le futur sur les fermes ou de l'arrosage en bande aussi. Travailler avec les principes de la lutte intégrée, être bien préparé avant d'entamer la saison, savoir où on s'en va, que ça soit clair avec le producteur. Les semences OGM, c'est des atouts, mais ça demande de la gestion. Les coûts des traitements plus élevés, il faut penser qu'on s'en va vers ça. Des coûts de traitement, ça a déjà commencé avec le glyphosate. Une complicité à toute épreuve avec l'opérateur et surtout travailler en biosécurité, garder à l'esprit que les mauvaises herbes, ça se promène. Donc, voilà, je suis pas mal arrivé en 45 minutes à vous expliquer ça. J'aurais aimé ça de vous parler d'autres aspects, mais bon, ça peut peut-être aller aux questions. Alors, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Merci beaucoup, David, pour ta conférence. On va être rendu maintenant à la période de questions. J'invite les gens maintenant si vous avez des questions, tout de suite de les écrire dans la section Q&R. Je vais commencer avec la première question. Il commence en disant merci pour la présentation. Je pense que je vais me joindre tout de suite à lui pour dire que c'était très clair et bien illustré. Donc, sa question, je la résume. Dans le fond, il y a des producteurs qui rapportent que certains herbicides génériques n'arrivent pas à
éliminer les mauvaises herbes aussi efficacement que les produits d'origine. Puis là, il s'interroge sur la formulation des produits génériques, sur les adjuvants qui pourraient être utilisés dans ces produits-là. Donc, il se questionne si la moindre efficacité est liée aux conditions climatiques ou bien vraiment à la formulation du produit. Puis, il a complété en ajoutant aussi, il y a la confusion aussi avec les codes de résistance là, qui existent pour certaines mauvaises herbes. Donc, à quoi on peut attribuer ces différences d'efficacité de produits? Oui, on en entend, c'est vrai qu'on entend souvent parler, surtout que l'année prochaine, il va y avoir quand même pas mal de génériques qui vont circuler. Faut savoir que chaque compagnie a sa petite recette. Il y a du glyphosate, la concentration de glyphosate dans un produit, par exemple, à 540 grammes de glyphosate, il y a la bonne quantité de matière active. Il y a toutes sortes d'adjuvants, puis c'est des recettes qui sont assez différentes d'une compagnie à l'autre. C'est même très difficile de savoir, même en allant voir à Ottawa la recette. C'est bien gardé. Donc, effectivement, il y a des différences entre les compagnies au niveau des adjuvants, au niveau de tout ce qui n'est pas glyphosate dans le bidon. Est-ce que ça peut influencer les traitements? Sûrement, sûrement. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais les producteurs qui ont l'habitude d'appliquer, par exemple, un produit puis qu'ils le comparent à un autre, ils peuvent s'en rendre compte. Mais il faut faire la part des choses. Il faut comprendre que si on a un générique, ça peut qu'on pense qu'il peut être moins efficace que notre produit favori, ben, ça serait peut-être de mettre les conditions gagnantes de notre côté quand on va l'utiliser, c'est-à-dire vraiment s'assurer que la bouillie reste longtemps, le plus longtemps possible sur la feuille, de s'assurer que le forfaitaire ne vient pas à toute heure du jour et de la nuit, qui vient dans des conditions qui ne sont pas faciles. Mais il faut vraiment mettre à ce moment-là, le sachant, mettre des conditions optimales de notre côté. Il y en a qui vont acidifier, il y en a qui vont rajouter des surfactants. C'est possible de le faire, mais moi, je conseille toujours de respecter les étiquettes des produits dans ce cas-là. Et puis, si vous doutez de l'efficacité des produits, on a un produit qu'on doute, ben écoutez, appliquez quand la mauvaise herbe est plus petite. Hein, on sait très bien qu'habituellement, si on travaille avec un produit de contact, plus la mauvaise herbe est grosse, plus ça va être difficile. Vous fractionnez vos applications aussi. Faites-le à plus petite dose quand la mauvaise herbe est petite, puis une autre dose un peu plus tard. Parfait, merci. On voudrait avoir ton opinion sur le potentiel du retour d'anciennes pratiques comme la jachère, le sarclage, l'arrosage en bande sur la gestion des mauvaises herbes résistantes. Dans la lutte intégrée, tous les outils qui sont disponibles à votre disposition vont être efficaces. Les faux semis, la jachère, ça, je connais un peu moins. Peut-être au niveau de l'agriculture biologique, là, c'est peut-être, mais en grande culture, je ne vois pas vraiment des producteurs qui utilisent la jachère. Pas une jachère, ça pourrait arriver, mais dans des cas, peut-être je vais attribuer plus au bio. Par contre, l'arrosage en bande, sarclage, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Ça peut permettre de gagner du temps, en fait. On peut arroser en bande au semis, sarcler, puis faire une application vraiment tardive. L'avantage, c'est que ça coupe beaucoup, beaucoup les herbicides. Ça coupe du 2/3 les herbicides en arrosage en bande. Si on arrive à désherber avec un sarcleur entre les rangs, on vient d'économiser le 2/3 des herbicides, sans compter toutes les rétributions qui sont associées au programme PAD ou à d'autres programmes comme ça. Donc, oui, c'est vraiment… par contre, bon, avec l'avènement des cultures OGM, on a mis ça de côté. Les anciennes méthodes, ça va revenir nécessairement. Je suis d'accord avec ça. Mm-hmm. OK. Est-ce que tu penses qu'une application de purin pourrait être une solution pour rendre efficace un herbicide résiduel s'il ne pleut pas dans les 10 jours qui suivent le traitement? C'est une excellente question. Une excellente question. J'aurais tendance à dire oui, parce qu'une application de purin, bon, c'est dans ma tête, moi, comme je n'ai pas de production de porc dans ma région, le purin dans ma tête, c'est un pureau, c'est un producteur laitier qui est assez dilué, donc on peut
quand même appliquer des bonnes doses, mais il faut penser qu'une application à 40 tonnes hectares, 4000, 4500 gallons, c'est beaucoup d'eau. C'est beaucoup d'eau. Et je l'ai remarqué l'année passée chez un prosteur qui a dû le faire en post-levé après avoir semé le maïs parce que c'était très sec. Puis il a vidé en fait une tank à grosse dose là, dans une petite section du champ. Puis je l'ai vu sur la levée du maïs. Ça a vraiment fait sortir le maïs beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Fait que c'est pas à cause de l'azote, c'est à cause de la quantité d'eau qui a permis possiblement au gonflement du grain. Donc, oui, possiblement que ça pourrait être une solution là, à un cas extrême. OK. Il n'y a jamais trop de pluie après une application. Est-ce que c'est vrai pour tous les types de mauvaises herbes puis pour tous les produits appliqués? Ben, les produits résiduels, oui, pas les produits de contact. Il y a des délais avant la pluie là, pour les produits de contact. Mais bon, on n'est pas là. Oui, mettons qu'une grosse pluie, je ne serais pas inquiet de voir un 30-40 mm là, tomber après une application d'herbicide. Là où ça peut être dommageable, c'est si la terre fout le camp ou bouge, ça peut être problématique. Il y a certains herbicides, par exemple du groupe 14, où s'il y a une très grosse pluie, puis que ça vient d'être fait, puis que ça revole sur les feuilles, ça pourrait endommager la culture. Mais je ne vois pas les cas où il y a eu trop d'eau, à moins d'avoir eu du ruissellement puis que la terre ait été déplacée, là, c'est pas courant en tout cas. OK. Est-ce que les recommandations de traitement herbicide, qui sont des recommandations générales, ont encore leur place dans le système actuel là, avec les changements climatiques? Bien, au niveau des doses, oui. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de produits où les doses sont modulées sur les étiquettes. Hein. Sans reprendre le terme dose réduite, mais il y a des doses qui sont petites, des doses qui sont moyennes, puis il y a des grosses doses sur beaucoup de produits. Tout dépendant des stratégies dont on utilise, il y a des stratégies à petite dose qui nous font revenir, qui sont comme ça parce que c'est sous-entendu qu'on va revenir 3 semaines, un mois plus tard avec une dose de contact. Donc, c'est difficile de sortir l'étiquette. Il faut rester avec les étiquettes sur les herbicides. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais on peut moduler le glyphosate, on a tendance à le moduler beaucoup en fonction du type et de la grosseur des mauvaises herbes ou même des conditions climatiques. Ça, c'est un produit qu'on a tendance à moduler beaucoup. Mais dans les produits résiduels, je ne peux pas aller vraiment au-dessus d'une dose prescrite. On peut ajuster les doses un peu là, pour ne pas avoir d'inventaire, mais on n'est jamais, on est autour du 5 là, et moins. Tout à l'heure, tu as expliqué là, de planifier la météo à venir. Est-ce qu'il y a une application cellulaire que tu utilises? C'est quoi tes sources d'informations? On demandait de spécifier un peu mieux où est-ce qu'on pouvait prendre l'info. Ben, les infos, moi, j'utilise qui sont dans mon cellulaire, j'ai Météo Média. Il y en a d'autres. Il y a Agriculture Canada, mais Météo Média, bon, avec les années, j'ai fini par l'aimer. C'est sûr que j'en prends puis j'en laisse. Je regarde, comme je l'ai dit, beaucoup les tendances à long terme. Ça, c'est intéressant. C'est rare qu'ils se trompent. Là. Quand il y a une grosse masse d'air qui s'en vient et qui va durer 4 jours, ils peuvent se tromper à peu près de 2-3 degrés ou des quantités de pluie, mais je sais qu'il va en tomber de la pluie. L'autre application, Intellicast, je l'aime beaucoup. C'est une application, il y en a plein, des applications où on voit les images radar puis les quantités de pluie, pas les quantités, mais les masses de pluie arrivées. Il y a Storm Radar, il y a Intellicast que j'utilise depuis plusieurs années sur l'ordinateur. Il y en a beaucoup, en fait. J'ai changé vraiment avec le temps, mais ils s'équivalent pas mal tous. Pour les produits résiduels, est-ce que 2-3 pluies à quelques jours d'intervalle, c'est équivalent à un 15 à 20 mm de pluie en termes d'efficacité de l'herbicide puis de son placement? C'est une très bonne question. Très bonne question. J'aurais tendance à dire oui. Par contre, la réalité fait qu'il faut que le produit migre
Donc, s'il y a 4 mm à tous les jours, ce n'est pas sûr que le produit va vraiment migrer. Ça va humidifier le sol, surtout si on est en présence de résidus. Là. Vous comprendrez que si on a des résidus à 4 mm, 3-4 mm, on a beau en avoir tous les jours. Je ne suis pas sûr que le produit, si ça sèche abondamment entre les couches, je ne suis pas sûr que ça va migrer. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si on n'a pas de résidus et qu'on a un sol vraiment direct, il faut que la ligne d'humidité diminue. Il faut vraiment que le produit descende. Fait que je ne suis pas sûr qu'en réalité, là, ça baisse. À moins qu'on est à la capacité au champ. Si on a un 10 mm, puis le lendemain, on est à la capacité au champ, c'est nuageux, le sol n'a pas vraiment eu le temps de sécher, puis on a un autre 10 mm, ça se peut très bien que notre ligne d'humidité va enfoncer l'herbicide un peu plus profondément dans le sol. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent varier là-dessus. Ça peut être la rugosité de surface va avoir beaucoup d'influence, la quantité de motte, les résidus, la matière organique aussi. C'est beaucoup plus difficile si on a un sol avec des matières organiques à 7, c'est beaucoup plus difficile de le descendre là, dans le profil parce que c'est une méchante éponge. Alors, tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. OK. Tout à l'heure, tu as parlé de traitement fait à l'automne. Est-ce que tu as déjà vu une application qui n'a pas fonctionné en raison d'une température trop faible ou bien un gel automnal? Non, sauf que des fois, on se pose beaucoup de questions. C'est une bonne question. À l'automne, il faut penser que plus on avance dans l'automne, plus on perd des degrés jours. C'est entre le 25 septembre et le 5-10 octobre, là, on perd beaucoup de degrés jours. Mais si on fait une application, il faut que ça soit sur une mauvaise herbe qui est encore verte, qu'on pense qu'il va avoir la translocation. Le produit doit rentrer. Par contre, il faut penser qu'on a des conditions qui sont intéressantes à l'automne. On a des humidités de l'air qui sont très élevées. On peut avoir des rosées. Ça, il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas que notre produit se fasse lessiver à cause des rosées. Si on pense que la rosée va sécher, on peut tolérer un petit peu de rosée, mais il faut penser qu'une rosée, là, c'est beaucoup, beaucoup d'eau sur une plante. Alors, il faut faire vraiment attention avec ça. Est-ce que ça. Moi, j'ai déjà fait des traitements, par exemple, avec du distin très tard à l'automne. On parle du mois de novembre, en tout cas en Montérégie-Ouest, pour brûler du trèfle. Puis, on n'a pas eu besoin d'attendre des effets visuels. Là. Les effets visuels se sont montrés au printemps, là, quand le trèfle a voulu repousser, mais il n'a jamais repoussé. Là. On voit que c'était dans les racines, puis c'était très efficace. Des fois, même chose pour la luzerne, les utilisations sur des vivaces ou des biannuels à l'automne. Visuellement, des fois, c'est à désirer, mais la plante n'a pas le temps de se détoxifier de tout ça rendu à l'automne. Ça va être efficace. À ton avis, est-ce que les producteurs sont mieux informés qu'avant sur la signification de la rotation des modes d'action des herbicides? Ben, avec tout l'effort qu'on met depuis quelques années, j'espère qu'il y a une évolution là-dessus. On parle beaucoup de la rotation, des problèmes de nouvelles mauvaises herbes, de la résistance. Je l'espère. Encore faut-il que les producteurs fassent leur registre d'application de pesticides et font le suivi des groupes. On a tendance au Québec à faire table rase là, à chaque fois qu'une nouvelle année commence, mais il faut qu'on vérifie les applications de pesticides, les groupes en tout cas, les groupes d'action qui ont été utilisés dans les années passées. Vous comprendrez que dans une rotation de maïs, soya, où ce n'est pas les mêmes champs, on pourrait utiliser, par exemple, 2 années de suite le même herbicide, mais il ne se retrouve pas dans le même champ, vous comprenez? J'espère qu'il y a une conscientisation là-dessus. OK. Bon, là, on a 2 questions qui touchent le contrôle du chénopode. Là. On dit qu'il tombe moins bien avec le glyphosate depuis quelques années. Est-ce que toi, tu as observé d'autres mauvaises herbes qui étaient moins bien contrôlées par les herbicides? Oui, il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il faut penser qu'on est dans un contexte de changement climatique. Hein. Souvent, quand on dit « Ah, ça tombe moins bien »,
Ouais, mais il est comment ton chénopode là, par rapport aux autres années? Est-ce qu'il est gros? Est-ce que ça fait 6 jours qu'il fait 30 degrés, puis là, tu as une occasion d'arroser? C'est sûr que le chénopode, on le sélectionne. À chaque fois qu'on fait une application d'herbicide, on sélectionne les sujets qui sont plus résistants, à chaque fois. C'est vrai puis de plus en plus, ça va être comme ça. Alors, moi, je le vois, là, les chénopodes, c'est plus le même chénopode qu'il y a 20 ans. Là. Il y a beaucoup plus de vésicules de calcaire sur la feuille. Il se protège quand il fait chaud, il ferme les feuilles. Il développe la cétergente, c'est la même chose. Il y a plein de mauvaises herbes qui sont compliquées maintenant à désherber. L'herbe à poux, elle sort, puis elle a échelonné aussi. Hein. On retrouve des variabilités de grosseur de graines qui fait qu'il y a des graines qui sont très grosses qui peuvent se permettre de sortir au début juillet, d'autres en début de saison. C'est pas facile. Il faut les avoir à l'œil. L'adaptation, c'est ça qui assure la survie. Donc, pour contrôler le chénopode, vu que le glyphosate fonctionne moins bien, est-ce qu'il y a d'autres options pour bien le contrôler? Bien, il fonctionne moins bien. En fait, il fonctionne moins bien quand on a des stades phénologiques qui ne sont pas appropriés. Là. Je pense que j'en ai parlé, le fait d'utiliser la météo pour nous donner des coups de pouce pour utiliser le glyphosate, c'est possible. Est-ce qu'on a la bonne dose de glyphosate? Ça revient souvent. Là. Utiliser, des fois, oui, on regarde les étiquettes. Puis sur l'herbe à poux, par exemple, j'ai des posters qui disent sur l'étiquette, c'est marqué 0,6 l'étalon de glyphosate. Mais là, en réalité, là, il faut monter des fois plus que ça. Ça dépend vraiment des conditions. Des fois, la réalité, c'est ça. Les étiquettes ne suivent pas nécessairement à la même vitesse que le réchauffement climatique. Ces étiquettes-là sont pas, les tests ne sont pas refaits à chaque année. Il y a des étiquettes qui sont sur les sites là, de l'ARLA qui sont là depuis 10-15 ans. Là. S'ils refaisaient le test, peut-être qu'ils changeraient les doses. Là. Donc, la réalité, elle est vraiment là. Donc, de dire qu'il fait moins effet, possiblement parce qu'on a peut-être plus de scénarios où le chou gras est plus résistant dans sa condition. C'est pour ça qu'on va des fois faire des applications fractionnées, des applications en début de saison, utiliser un produit résiduel suivi d'un autre produit. Ça peut être rentable, ça peut être intéressant de faire ça. Essayer de pogner un chou gras dans du soya IP qui n'a pas été du tout contrôlé par le produit résiduel. On se retrouve au mois de juin avec un chou gras qui a déjà 6 pouces, puis qui fait chaud, puis le sol est très, très sec. C'est très difficile, même sur des herbicides qui sont homologués contre ça. Là. Donc, le contexte climatique, là, va falloir vraiment être très, très à cheval sur le moment où on fait notre application. Des fois, on n'a pas le choix. Il faut le faire là parce qu'on a été pris. Je vous l'ai montré sur des fois, on ne peut pas faire des applications rapidement. On est obligé d'échelonner, d'aller dans le temps. Puis le temps, ça donne l'avantage aux mauvaises herbes. C'est pour ça qu'il faut suivre les champs chaque semaine parce que des fois, on se dit, bon, c'est cette semaine parce que la semaine prochaine, il sera trop tard. On va être arrêté pendant 4 jours et plus. C'est comme ça. Les anomalies climatiques, ce n'est plus des choses qui durent 2, 3, 4 jours. Ça peut durer des fois plusieurs jours, sinon semaines. Okay. On a une question sur est-ce que tu as des idées pour convaincre davantage de producteurs à utiliser les produits à moindre risque? Ben, en fait, les producteurs, pour être franc, là, ils ne connaissent pas beaucoup les producteurs, les produits à moindre risque. À moins d'avoir été accompagné dans un projet ou d'avoir discuté avec les conseillers là-dessus, ça commence à rentrer, mais c'est à l'agronome ou au technicien, c'est à la personne responsable sur les fermes d'être conscientisé lui-même à ces indices de risque-là pour qu'il puisse les transmettre à ses clients. Si on a le choix d'utiliser un produit à moindre risque plutôt qu'un autre, pour être franc, je ne pense pas que c'est le producteur qui va le faire, c'est son conseiller qui va le faire. Il faut aller vers ça. On y a réussi avec l'atrazine. Tous ensemble, au Québec, on a réussi ce n'est pas interdit l'atrazine, mais on a réussi volontairement à le mettre de côté
parce qu'on était conscientisé à ça. Voilà. Fait que je pense qu'il y a du chemin à faire encore, mais c'est vraiment aux professionnels de mettre. Il faut en entendre parler dans les réunions. J'invite vraiment les gars de compagnie à en parler de ça. Puis il faut se convaincre soi-même aussi. Il faut les étudier, les indices de risque. Avec les changements climatiques, quel est ton degré d'optimisme sur le souhait de réduire les quantités d'herbicides utilisés au Québec d'ici les 10 prochaines années? C'est une bonne question. Bon, c'est tous des bonnes questions, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est de ne pas faire de l'acharnement thérapeutique là, dans les herbicides. Ce qui est important, c'est que nos traitements qu'on fait marchent du premier coup. Ce qui fait une surutilisation d'herbicides, c'est quand notre premier, il y a de l'acharnement. On fait un premier traitement, on en refait un deuxième, on en refait un troisième. Ça, je trouve que c'est très dommageable au Québec de faire ça. Des fois, on n'a pas le choix, là, mais je trouve que on n'aura pas le dessus sur les mauvaises herbes. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est assez éloquent là, ce qu'on lit là-dessus. On n'aura pas le dessus. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire table rase puis dire, bon, ben, on va utiliser d'autres techniques. On va utiliser l'arrosage en bande, on va utiliser du sarcleur, on va adapter l'écosystème. Je pense qu'en faisant ça, en mettant des cultures de couverture, je pense qu'en faisant ça, on va y arriver. En tout cas, on va diversifier nos méthodes de lutte. Mais aller tout herbicide, je comprends qu'il y en a encore beaucoup là, qui utilisent là, que du glyphosate année après année. Mais j'ai vu et j'ai rencontré beaucoup de fermes qui ont maintenant de l'amarante tuberculée qui était dans un système monoculture, soya, avec l'arrosage en continu de Roundup. C'était écrit dans le ciel qu'ils allaient. C'était ceux qui étaient ciblés par ces problèmes-là. Et là, maintenant, ils sont pris à maintenant dépenser le quadruple de ce qu'ils utilisaient avant. Donc, c'est une question de temps. Si on n'adapte pas notre écosystème, les premiers qui vont attraper ça, ces super mauvaises herbes-là, ça va être les gens, les producteurs qui ont des écosystèmes affaiblis ou même déjà désorganisés.